Regardez cette humble pomme de terre. Elle peut être bouillie, écrasée, mise dans un ragoût, frite, cuite au four et même fermentée. Elle est nourrissante, facile à cultiver et fournit assez de nutriments et de calories pour une vie saine. L'Irlande a eu une histoire malheureuse en comptant sur la humble pomme de terre et, sur les Britanniques, pour les droits fondamentaux, mais surtout durant la Grande Famine, de 7 ans de 1845 à 1852. Mais ce n'était pas la seule fois que les Irlandais ont souffert de famine à grande échelle. Un rapide bulletin météo de 1739, un siècle avant la Grande Famine. En septembre, comme vous pouvez le voir, beaucoup de nuages de pluie arrivent sur l'Irlande, suivis par un octobre sec et bien plus froid que la normale. Puis vint le grand gel, l'hiver le plus froid du siècle en Europe. Les températures chutèrent durant les mois suivants, et beaucoup manquèrent de combustible pour se réchauffer, mourant d'hypothermie. Même le plus long fleuve d'Irlande, le Shannon, a gelé, ce qui ne s'est jamais reproduit depuis. Le dégel arriva en février, mais il révéla un problème bien plus profond. Les conditions de gel avaient détruit la récolte nationale de pommes de terre. Il n'y avait pas de réserve publique de céréales, et les quelques pommes de terre qui restaient dans les entrepôts souterrains étaient devenues impropres à la consommation. Pire encore, les pommes de terre de semences destinées à être replantées étaient aussi perdues, ce qui rendait leur remplacement extrêmement difficile. En plus, les changements climatiques rendirent l'hiver et le printemps exceptionnellement secs. Selon le témoin George Faulkner, il n'y eut aucune pluie de Noël à avril. Et pourtant, il n'y eut pas de famine en Angleterre ni en Écosse, montrant à quel point l'Irlande était une faible priorité pour l'Empire. Les pommes de terre n'étaient pas la seule culture à échouer. Le blé aussi fut ruiné, et les cultures de remplacement peinèrent à pousser dans ce climat froid et sec. Le prix du blé tripla, comme celui d'autres denrées. Le bétail souffrit aussi. La sécheresse détruisit le fourrage pour les moutons, les vaches et autres animaux. Selon Faulkner, plus de 40 000 moutons moururent en 2 mois dans la province du Connacht, à l'ouest de l'Irlande. Comme on peut l'imaginer, les pauvres furent les plus touchés. Leurs réserves alimentaires étant détruites, ils devinrent désespérés. D'abord, et de manière évidente, ils mangèrent moins. Leur apport calorique quotidien chuta drastiquement. Et ce qu'ils réussissaient à trouver à manger était loin d'être appétissant. Des pommes de terre normalement immangeables étaient consommées malgré tout. À cela s'ajoutait le lait tourné, les orties piquantes, et tout ce qui était disponible, peu importe le goût, la qualité ou la sécurité. Avec un régime aussi limité et de si mauvaise qualité, il n'est pas étonnant que les maladies se soient propagées, et que des épidémies de dysenterie aient ravagé le pays. Dans certaines régions, les morts étaient enterrés chaque jour, sans qu'on voie de fin à cela. Et cela malgré le fait que du beurre, du bœuf, de l'orge, du malt et du merlu continuaient d'être exportés, notamment pour nourrir les soldats britanniques en Espagne durant la guerre de l'oreille de Jenkins, alors qu'ils auraient pu être distribués sur place. Les désespérés en vinrent aussi au crime. Des émeutes éclatèrent, beaucoup furent blessés ou tués, et des vives volées dans la confusion. Le vol de nourriture devint de plus en plus courant, et les prisons se remplirent de gens cherchant simplement à ne pas mourir de faim. Beaucoup furent envoyés vers le Nouveau Monde comme punition, pour désengorger les prisons irlandaises. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de secours gouvernemental organisé. L'aide venait d'efforts individuels, menés par le clergé local, les responsables religieux et l'aristocratie terrienne. À Waterford, la noblesse locale mit en place un système de distribution alimentaire qui nourrissait 1800 personnes par jour. D'autres villes et villages comme Cashel firent de même. Ils collectaient des dons, achetaient de la nourriture et la distribuaient aux nécessités. Certains riches lancèrent des projets de travaux publics pour limiter le chômage. Aussi sincères que soient leurs efforts pour soulager la souffrance, ces efforts étaient sporadiques et pas assez coordonnés pour soulager la population affamée et ravagée par les maladies. Une partie de la nourriture fut importée, mais elle fut principalement distribuée dans les villes et villages côtiers. Très peu atteignit l'intérieur du pays. Le climat de 1740 resta sec, et les cultures plantées échouèrent. En raison du manque de pluie, l'hiver fut à nouveau anormalement froid, tuant les rares cultures plantées. Les conditions de 1741 ne firent qu'empirer. De plus en plus de personnes moururent de faim, ou de maladie, la situation devenant chaque jour plus désespérée. Les émeutes de la faim devinrent plus violentes. Le pire se produisit le 25 avril 1741,
lorsque des paysans affamés attaquèrent un bateau transportant de l'avoine à destination de Waterford. Ils parvinrent à prendre 60 barils, mais 5 furent tués et 11 blessés. Puis, au milieu de l'année, les choses commencèrent à s'améliorer. En juin, 5 navires accostèrent à Galway, à l'ouest de l'Irlande, chargés de céréales. Un mois plus tard, le prix du grain retomba à son niveau d'avant la famine. En septembre, l'Irlande fut frappée par une série de violentes tempêtes qui causèrent des inondations. Mais ensuite, le climat revint à la normale. L'hiver suivant fut doux, propice aux semis, et la famine prit fin. Les Irlandais appelèrent cette famine Bliain Anaïr, l'année du massacre. Au total, on estime que 400 000 Irlandais moururent de faim ou de maladie. Même si le manque d'archives rend ce chiffre difficile à confirmer. S'il est exact, cela signifie qu'environ 15% de la population irlandaise est morte durant cette famine de 2 ans, une proportion bien supérieure à celle de la Grande Famine du milieu du XIXe siècle. Contrairement à la Grande Famine, celle-ci n'a pas eu un impact aussi profond sur la société irlandaise, pour plusieurs raisons. Bien que certains aient immigré ou aient été expulsés pour avoir commis des crimes, il n'y a pas eu de migration massive qui aurait encore réduit la population, car la plupart n'en avaient pas les moyens. L'économie irlandaise se redressa assez rapidement grâce à une météo plus stable, et le Bliain Anaïr tomba peu à peu dans l'oubli. Les famines des années 1740 et 1840 provoquèrent une mortalité massive sans précédent dans l'histoire irlandaise. Mais ce ne fut pas la fin des famines. En 1879, quelques décennies après la Grande Famine, l'Irlande fut à nouveau frappée par d'importantes pertes de récoltes. Le mauvais temps et le mildiou, qui avaient déjà dévasté les récoltes une génération plus tôt, revinrent, détruisant les plantations de pommes de terre dont une grande partie du pays dépendait encore. Heureusement, cette famine fut relativement mineure comparée aux précédentes. Le mildiou toucha principalement l'ouest du pays, mais les chemins de fer permirent un acheminement rapide des secours vers les zones affectées. En plus, l'Irlande reçut bien plus d'aide du gouvernement britannique et de l'étranger. La grande diaspora irlandaise aux États-Unis réagit immédiatement, refusant de voir se répéter les souffrances passées. Les journaux couvrirent largement l'événement, et le New York Herald coordonna les efforts humanitaires. Ils récoltèrent 200 000 $ de dons, et en mars 1880, l'USS Constellation fut envoyée avec 3300 barils de nourriture et des vêtements. La crise fut rapidement maîtrisée, avec peu de morts ou de migrations. Mais son impact fut bien plus profond. À cette époque, jusqu'à 97% des terres agricoles irlandaises étaient détenues par de grands propriétaires terriens qui les louaient à des fermiers. Quand la famine frappa, de nombreux fermiers ne purent plus payer leur loyer. Même si certains propriétaires firent preuve de clémence, beaucoup exigèrent quand même le paiement, malgré l'absence totale de moyens. Révoltés par ces pratiques, les fermiers fondèrent la Ligue agraire, menée par les nationalistes irlandais Michael Davitt et Charles Stuart Parnell. Ils lancèrent une série d'agitations jusqu'à l'adoption de lois réduisant les loyers et autres réformes, marquant un moment clé dans le mouvement d'indépendance irlandais. Petite anecdote, un agent foncier, Charles Cunningham Boycott, refusa d'annuler ou de réduire les loyers et expulsa de nombreux fermiers pendant la famine. Excédés par son comportement, les ouvriers agricoles qui l'employaient cessèrent de travailler tant que leurs conditions ne seraient pas améliorées, donnant naissance au mot boycott. Et tout cela à cause de cette humble pomme de terre.